nom est Grégoire Clerfailly, je suis également ingénieur et j'ai la difficile tâche de présider la direction énergie de l'IBGE. Et donc moi je vais essayer de vous parler de la politique qui est menée en région bruxelloise par rapport à l'énergie. Et vous aurez compris qu'entre 2004 et aujourd'hui, on a fait des pas de géant. Et je vais essayer de vous en donner un peu les contours. Alors, Jacques nous a expliqué son trépied en équilibre. Et c'est vrai, quand tout fonctionne bien, quand tout est en équilibre, c'est bien vers là qu'on va aller, vers quelque chose qui est équilibré entre plusieurs fonctions. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Et nous sommes arrivés tout doucement à percevoir les limites du monde dans lequel nous sommes. L'environnement a commencé à atteindre ses limites, telles qu'on peut arriver à les mesurer, à les percevoir. C'est le cas des ressources, et on nous parle beaucoup du pétrole, parce que ce sont des gisements à exploiter, qu'on exploite pendant un certain temps, et puis qui s'épuisent, il faut en trouver d'autres, et on sait que la demande mondiale est de plus en plus importante. C'est vrai pour le poisson en mer, c'est vrai pour des ressources sur des métaux. Il y a plein de métaux qui sont dont la perspective d'exploitation va se limiter à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et il y a pour l'instant des politiques qui se mettent en place sur la gestion de ces ressources. Et non, il n'est pas du tout évident que la technologie va nous sauver tout le temps. Cette réponse de dire « on verra demain », voilà, on arrive peut-être à une limite de cette conception du passé de dire « oui, la recherche », l'innovation va tout le temps réussir à résoudre les problèmes. Eh bien, peut-être que non. Nous sommes arrivés à la finitude du monde et donc le développement durable, ça n'est plus un équilibre, c'est gérer la rareté et trouver la manière de la gérer parce que c'est ça qui va faire la limite. Alors, appliquons ça à l'énergie. Eh bien, imaginez, ça c'est la Terre vue de nuit avec une photo prise en infrarouge et voyez combien nous sommes nombreux. Si vous voyez toutes les parties du globe, nous sommes très très nombreux et nous avons tous un mode de développement qui copie un peu les pays riches, ce que nous sommes. Et que ce modèle-là, il génère une demande en énergie. Alors c'est le pétrole qui est pointé en premier parce que c'est la première ressource dont on commence à en percevoir les limites, même si les hypothèses sur quand est-ce la limite, on ne sait pas. On sait juste simplement que certains gros pays producteurs ont des stocks qui n'ont pas bougé en 20 ans. C'est toujours les mêmes. Mais il n'y a pas d'instance internationale qui peut aller vérifier où en sont ces stocks. Alors, quand on fait des perspectives sur l'évolution économique du monde, on parle toujours des pays émergents. L'Inde, la Chine, le Pakistan, etc. Et quand on voit leurs perspectives de développement économique, c'est-à-dire qu'ils vont rattraper éventuellement notre niveau de développement, notre niveau de consommation, les perspectives de besoin d'énergie dans le monde sont excessivement importantes. Donc s'ils devaient suivre leur progression, il y aurait une demande mondiale qui va augmenter de manière très importante. La question est de savoir c'est comment on peut arriver à y répondre et quelles conséquences ça peut avoir sur différents éléments. Alors, le premier effet, quand la demande est très forte, sur une offre qui ne croît pas aussi rapidement, il y a une tension entre l'offre et la demande, et donc il y a un facteur prix. Ici, vous voyez très bien, c'est l'évolution du prix du Brent, donc le pétrole vendu sur le marché de Londres. Vous avez entre 2003 et 2012, on voit très bien la crise des subprimes en 2008, avec une chute très forte de l'économie mondiale et donc une baisse de la demande. Et depuis, la croissance a repris. Et nous sommes aujourd'hui, ce graphique, je l'ai été recherché il y a 10 jours, je pense. Voilà, nous situons, alors que nous sommes dans une période de crise économique en Europe, avec une demande mondiale qui est très forte, qui s'exprime, donc avec un prix de l'énergie qui va être sous tension tout le temps. Venir croire que demain on trouvera l'énergie universelle, on peut l'espérer, mais aujourd'hui, il n'y a pas de perspective qui nous dise « oui, on a la solution miracle ». La seule ressource inépuisable qu'on a, c'est notre intelligence et notre capacité à faire changer les choses. Alors juste, je ne vais pas vous faire un cours sur le climat, c'est juste pour donner une image. Vous voyez la Terre, vous voyez la balle de ping-pong. La balle de ping-pong, c'est le volume d'air autour de la Terre. C'est tout petit par rapport à la Terre, c'est quelques kilomètres. Et donc oui, nous avons une capacité à l'influencer avec toute l'énergie que nous consommons.
clairement. Alors, le climat, les ressources sont un champ excessivement investi par les politiques européennes. Elles sont investies au niveau mondial, bien entendu, mais l'Europe joue un rôle de leader en la matière. Et vous avez différentes grandes conférences internationales qui ont eu lieu. Il y a la Convention sur le changement climatique à Rio en 1992. Il y a eu le protocole de Kyoto en 1997 où il y avait, on était encore à un stade, oui, il faut faire des efforts, mais on ne mesure pas bien l'ampleur de ce qu'on devait faire. Et on est maintenant avec des perspectives où on ne regarde plus 2020. Enfin, 2020, c'est ce qu'on négocie encore maintenant. On nous dit, oui, on doit atteindre de moins 20% en 2020. On doit atteindre pour 2050, si on veut stabiliser la croissance de la température de la Terre à 2 degrés, il faut que les pays riches diminuent leurs émissions de CO2 de moins 80 à moins 95%. Il faut juste imaginer, en tant qu'ingénieur, de se dire, tiens, demain, je dois utiliser 5% ou 15% de ce que j'utilise aujourd'hui, de manière, voilà, comment est-ce que je vais faire? Ça, c'est un peu la perspective dans laquelle on est. Et donc, voilà, ça, c'est un enjeu qui est en train de s'exprimer de manière de plus en plus forte à travers des politiques européennes, internationales. Et c'est un cap sur lequel l'Europe essaye de se battre et d'avancer et exprime ça à travers différents éléments. L'Europe a d'autres politiques par rapport aux ressources également, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais pour vous dire qu'il n'y a pas que le climat. On s'intéresse à plein d'enjeux dont on n'en voit pas les conséquences maintenant, mais qu'on va sentir, enfin si on en voit un tout petit peu sur le prix de l'énergie, mais qu'on va sentir au fur et à mesure de l'évolution. Il ne faut pas que nous soyons dans le syndrome de la grenouille qui se trouve dans une casserole dont la température augmente progressivement jusqu'à être cuite. Nous devons bien anticiper ça et bien percevoir l'évolution des choses. Alors venons à Bruxelles. Ceci est un graphique qui vous montre un tout petit peu, suivant des grandes boîtes. Alors c'est exprimé en kilotep, on s'en fout, c'est une unité d'énergie, c'est des kilos équivalents tonnes pétrole. Jacques Lassens nous fera un petit cours sur les correspondances éventuellement si vous souhaitez. Mais donc à Bruxelles, l'essentiel des consommations énergétiques, c'est du bâtiment. Vous avez le logement qui fait 41% de la consommation, 33% pour le tertiaire. Tertiaire, c'est les bureaux, les commerces, les écoles, les hôpitaux, etc. Vous avez le transport qui occupe un petit quart et pas d'industrie à Bruxelles. Quasi pas. Et vous avez vous voyez un petit peu les consommations, les différents usages de l'énergie. En logement, on est essentiellement sur du combustible pour l'eau chaude sanitaire et pour le chauffage. Tandis qu'en tertiaire, on est environ moitié-moitié, avec des besoins en chauffage et le reste des usages qui s'expriment à travers de l'électricité. Le transport, bien entendu, ce n'est quasi que du combustible, à l'exception de la STIB pour l'électricité, pour le métro et le tram. Alors Bruxelles, ça correspond en 2009 à une facture de 2,3 milliards. Quand l'énergie augmente de 5%, nous sommes 5% plus pauvres, avec 0 service en plus. Donc nous avons le choix de dire, nous restons à notre niveau de consommation, on stabilise, et puis on paiera toujours de plus en plus cher, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur ceux qui n'ont pas les ressources nécessaires de pouvoir absorber cette croissance du prix. Donc 2,3 milliards, imaginez si vous réexprimez ça par le graphique que je vous ai montré en 2003, ça faisait combien? On avait probablement de l'ordre de 600 millions en moins de factures énergétiques pour une consommation quasi équivalente. Alors, Bruxelles s'est doté, alors c'est une histoire entre 2004, 2009 et aujourd'hui. Le gouvernement bruxellois a dit en 2009, notre ambition à Bruxelles, on va s'inscrire dans la perspective que je vous ai indiquée et nous allons avoir un engagement de dire nous devons essayer d'atteindre moins 30% d'émissions de CO2 pour 2025. Et on s'est inscrit dans une perspective éventuelle de 2050 où on devrait atteindre moins 80, moins 95%. Mais en tout cas, on va déjà faire l'effort pour 2025, essayer d'avoir une stratégie, d'avoir une réflexion, de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver. En noir, vous avez l'évolution des émissions de CO2 à Bruxelles. Vous voyez que nous sommes à 4000 tonnes de CO2 par habitant. Non, 4 millions, pardon, pas par habitant. Nous sommes à 4 millions de tonnes pour Bruxelles. Donc ça fait 4 tonnes environ par habitant, ce qui est en moyenne des pays OCDE extrêmement faible, parce qu'on n'a pas d'industrie en fait. Donc il
faut bien comparer les choses. Alors, la stratégie bruxelloise, elle s'est faite en 2 temps. Il y a eu un premier temps où, en 2004, si vous vous souvenez de 2004, les questions climatiques et énergétiques n'intéressaient personne. C'était un débat d'ingénieurs, c'était un débat de scientifiques, ce n'était pas un débat de politique. Et d'ailleurs, dans des institutions à l'époque qui ne s'occupent pas d'énergie, vous arriviez et souvent il n'y avait pas de gestionnaire. Les installations tournent 24 heures sur 24, personne ne s'en occupe, sauf quand ça tombe en panne. Alors le travail qu'on a fait de 2004 à 2009, puisqu'il n'y a pas de conscience à cette époque-là, on a essayé de construire une méthode qui partait des acteurs. On appelle une démarche bottom-up. On a dit, ben, voilà, on va travailler avec ceux qui ont envie de travailler, et comme l'énergie est un sujet un peu technique, on va mettre en place de la facilitation, de l'aide. Parce que l'énergie, c'est technique, mais c'est aussi de la relation, c'est aussi effectivement motiver des équipes, c'est parfois une barrière financière. Donc, mettons en place une série d'initiatives qui vont démontrer que des choses sont possibles. Puisque si vous interrogez un peu les gens en 2004, bah, l'énergie, oui, on peut faire des choses, les marges sont faibles et ça coûte très cher. Et vous n'aviez aucun chauffagiste ou aucun architecte à l'époque qui était très très enclin de pouvoir nous dire tout ce qu'on pouvait faire. Ça restait une culture assez faible de l'efficacité énergétique. Alors on a travaillé en plusieurs axes, mais ici on va traverser les années assez rapidement. C'est clair qu'il y a eu beaucoup d'éléments de communication, et c'était très désespérant. De 2004 à 2007, il ne s'est rien passé. Malgré toutes les actions qu'on a voulu mener, il n'y avait pas beaucoup d'accroche. C'est 2007 qui a été un peu l'élément charnière. Donc, beaucoup de communication. Mettre en place des systèmes de facilitateurs. C'est, voilà, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai entendu, j'ai envie de faire un projet, je ne sais pas comment je dois faire. Eh bien, j'ai une aide, j'ai des outils pour m'aider, et j'ai quelqu'un qui peut venir m'expliquer comment je peux faire pour faire des choses un peu plus ambitieuses que ce qu'on faisait à l'époque. C'est vrai que l'horizon technique de l'époque, c'était plutôt le best available technology. Il n'y avait pas une ambition de bâtiment de dire dans du zéro carbone, dans du passif, c'était inconnu à l'époque. C'est de dire, mais non, par rapport à une conception traditionnelle, on peut faire globalement 30% de mieux. Et quand on fait un peu de gestion, oui, on peut faire un petit peu mieux, mais il faut juste un petit peu être conscient de ce qu'on fait. Alors on s'est dit, les facilitateurs, c'est bien, mais on a un paquet d'experts devant nous, un paquet de gens à former en disant, mais ok, mais c'est difficile de dire à un architecte d'être ambitieux s'il n'a pas les outils pour le faire. Il ne peut pas passer 5 jours avec un facilitateur, sinon le facilitateur fait son métier à sa place. Et donc on a mis en place progressivement une succession de formations avec les conseillers énergie, les responsables énergie, les responsables plage, etc. On y viendra. Et puis on est aujourd'hui avec une offre de formation qui est l'accumulation de tout ce savoir, qui part peut-être de Jacques Claessens en partie, et d'autres qui ont contribué à ça. Et c'est tout ce capital aujourd'hui qu'on essaye de retransmettre à une série d'acteurs. Alors, je les appelle improprement experts parce qu'ils l'étaient au départ, parce qu'on parlait à des architectes, des ingénieurs, des responsables techniques. Aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Jacques Claessens l'a bien montré. Faire prendre des décisions de l'institution, collectiviser un projet, c'est un travail en soi, et ce n'est pas un métier d'ingénieur, c'est un métier d'homme, de femme, qui a envie de porter un projet. Et donc, les formations, elles doivent aborder l'ensemble de ces aspects-là, bien entendu. Et aujourd'hui, voilà, avec les services de l'IBGE, on a pu mettre en place une offre de formation excessivement importante. Et notre enjeu demain, c'est de pouvoir la retransmettre à des écoles de formation, à des institutions de formation, de manière à ce qu'on ait une offre encore la plus large possible. Alors, on a développé aussi pas mal de référentiels techniques, c'est donner des références. Et je me souviendrai toujours avec Jacques Claessens, nous avons en 2002-2003 fait les premiers cahiers des charges appelés Énergie Plus, qui est de dire, mais voilà, je suis maître d'ouvrage, je veux être exigeant sur l'énergie, qu'est-ce que je demande à mon architecte? Qu'est-ce que je demande à mon chauffagiste? Qu'est-ce que l'architecte va demander à l'entrepreneur? Et quels sont les critères que je vais mettre? Quelles sont les performances que je vais arriver à décrire? En Belgique, la grande tradition, c'est souvent d'avoir des cahiers des charges qui décrivent le moyen, pas le résultat.
Eh bien, on a essayé un peu de changer cette culture-là, d'avoir des premières références techniques pour pouvoir travailler. Et alors, ce qui nous a le mieux servi, c'est les success stories. C'est mettre au défi des gens qui avaient envie d'agir en leur fournissant tous les moyens nécessaires pour agir. On a mis en place le défi énergie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une opération où, avec des ménages, quelques conseils, un peu de formation, un défi. Vous adaptez votre comportement chez vous pendant une saison hivernale et on va mesurer la consommation et on va voir comment elle évolue dans le temps et on se compare à l'année précédente. Eh bien, mesurer compteur et, comment dirais-je, normaliser au niveau du climat pour comparer des hivers qui soient comparables, économie de 20% en moyenne sur tous les ménages qui ont participé à l'opération. C'est une opération qui a continué à se multiplier et qui maintenant travaille avec des ambassadeurs, avec des animateurs énergie. Ce sont des gens qui ne sont pas des spécialistes et qui viennent parler de leur expérience, qui viennent parler à des gens qu'ils connaissent de leur expérience. Et c'est des choses qui font des petits dans tous les milieux. Ce n'est pas qu'une histoire de Watermal, ça se passe à Molenbeek, à Saint-Josse, avec des animateurs du cru, et ça fonctionne extrêmement bien. Autre success story, c'est le programme plage, on va y venir tout de suite. Je vais vous donner un exemple, c'est mettre en place une organisation de la gestion de l'énergie chez un gros gestionnaire de patrimoine. Les communes, les écoles, les hôpitaux, on va venir tout de suite avec des résultats très encourageants. Et dernière expérience, qui est notre plus belle expérience, parce qu'on ne savait pas où on allait, ça a été de travailler avec l'appel à projet bâtiment exemplaire, dont vous aurez une présentation cet après-midi, je pense, où on a dit, voilà, le marché, on vous met au défi d'aller le plus loin possible, d'être ambitieux sur un aspect énergétique, environnemental, un aspect de reproductibilité, un aspect d'intégration urbaine. Vous êtes libre, on vous donne des guidelines, ce ne sont pas des imposés, ce sont des caps souhaités. Et on a eu une offre extraordinaire de projets. Et on va venir tout de suite, c'est un élément très important. Bien entendu, l'énergie, investir, ça coûte. Et l'argent reste un moteur. C'est malheureusement vrai et c'est comme ça. Et donc, on a travaillé avec un système d'aide à la qualité des investissements. Aujourd'hui, on distribue de l'ordre de 18 millions de primes par an à Bruxelles, ce qui est assez considérable, mais pour des investissements qui sont au-delà de ce que fait le marché de manière traditionnelle. Alors, bien entendu, en 2004, il n'y avait aucun cadre légal en matière d'énergie. Il y avait juste le K55 en réglementation urbanistique. Donc, c'est une performance de l'isolation uniquement, une obligation de moyens, pas de résultat. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, vous verrez, il y a un slide sur une série de réglementations qui ont largement évolué depuis. Et également, on a travaillé, alors ça c'est un peu plus tard, c'est 2007, 2008, 2009, on s'est dit c'est très bien, on a bien stimulé la demande, maintenant on va travailler sur l'offre, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait un secteur de la construction qui est capable de répondre, qui est capable de pouvoir faire des choses, et on a donc développé l'Alliance Emploi-Environnement en 2009-2010. Et maintenant, on a une politique forte de pouvoir public exemplaire qu'ils doivent, maintenant, toute construction publique doit être passive quand elle est neuve et quand elle est rénovée, doit être basse à très basse énergie. J'ai combien de temps encore ? 5 minutes, j'avance. Donc, nombreuses initiatives, j'y suis. Plage, je vais très vite parce que je n'ai pas toujours les bons graphiques. Donc, quand dans un patrimoine, on vient avec une méthode testée en région wallonne, avec un responsable énergie, avec un cadastre énergétique, une comptabilité, une organisation entre celui qui paye les factures, celui qui conçoit les travaux, celui qui gère le concierge, etc. On peut arriver, effectivement, et Jacques l'a montré par plein de petits trucs, on peut arriver sur un patrimoine à baisser la consommation en 3 ans, parce que de l'ordre de 15%. Et dans les hôpitaux, on a eu encore des effets encore plus grands. Nous travaillons avec 15 communes, 7 hôpitaux, 2 sociétés de logement et 6 sociétés de logements sociaux. Et tous les réseaux scolaires de l'enseignement obligatoire de Bruxelles travaillent maintenant dans un processus de type plage. Bâtiment exemplaire a été pour nous une expérience inédite. Quand on l'a lancé, il y a eu plusieurs nuits blanches pour se dire mais est-ce que ça va marcher ?
ça a marché, on l'a répété 4-5 fois. Aujourd'hui, on peut dire que oui, des bâtiments à très haute performance, on peut les faire. Du passif, on peut le faire. Il n'y a plus de difficultés. On a toutes les tailles de bâtiments, toutes les typologies de bâtiments en magasin. Et en rénovation, on peut faire des choses extraordinaires. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de limite technique, c'est un peu plus compliqué, c'est plus compliqué. On ne peut pas aller aussi loin, mais on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait traditionnellement. On a maintenant un champ d'expérimentation. Ça concerne donc 371 000 m², 156 projets. À Bruxelles, on autorise en permis d'urbanisme 600 000 m² par an. Ça, c'est le stock qui bouge chaque année à Bruxelles. On est maintenant à la moitié de ce stock est couvert par 4 appels à projets. Exemplarité des pouvoirs publics. L'expérience Batex nous a dit on peut y aller. Et donc on a dit ok, les pouvoirs publics deviennent exemplaires. Ça signifie que d'ici 2014, nous aurons en production, à travers les différents organismes bruxellois, de l'ordre de 100 à 150 000 m² encore en plus de bâtiments passifs quand ils sont neufs, très basse énergie en rénovation. Donc on a de la masse. Alors en réglementation, ce n'est pas l'objectif du séminaire, de la formation, mais je vais aller très vite. On a une réglementation sur l'organisation du marché du gaz et l'électricité à Bruxelles qui vise les acteurs du marché, les fournisseurs, le gestionnaire de réseau, les clients, qui définit les règles, qui définit une protection sociale et qui définit un mécanisme d'aide à la production d'électricité dite verte. Donc soit à partir de sources d'énergie renouvelables, soit à partir de cogénération de qualité à travers un mécanisme de certificat vert. Vous avez toute une réglementation sur la performance énergétique des bâtiments, qui va traiter des obligations de résultats à atteindre pour un bâtiment lorsqu'il est soumis à permis, en bâtiment neuf, en rénovation. Il y a l'obligation de certification pour tous les bâtiments soumis à transaction, donc soumis à vente ou location. Vous avez l'obligation pour les bâtiments publics d'afficher leur performance énergétique. Vous avez également une réforme de l'alimentation chauffage, où maintenant il y a des obligations de bonne réception des installations lorsqu'on remplace une installation, d'entretien et de contrôle. Nous avons la même chose en climatisation. Et alors tout récent, adopté la fin de l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, au tout début de ce stade ici, maintenant tous les bâtiments de plus de 3 500 m² non affectés au logement, lorsqu'ils demandent un renouvellement de permis d'urbanisme, ont l'obligation de faire un audit énergétique et ont l'obligation de mettre en œuvre les conclusions rentables à moins de 5 ans. Donc on est là dans un mécanisme où il y a plein de choses rentables, elles ne se font pas naturellement, et donc on passe par un système un peu obligatoire. Alors ce qui va devenir également obligatoire, c'est le processus plage pour les gros gestionnaires de patrimoine. Alors c'est une discussion politique pour savoir si on prend un patrimoine de 100 000 m² ou de 300 000 m². Ça, c'est une petite discussion. Et en tout cas, pour le secteur public, on est pour l'instant à un seuil de 15 000 m². Donc, tout le secteur public qui réside à Bruxelles, ça comprend l'État fédéral, la communauté flamande, la communauté française, tout le secteur public, c'est la moitié du secteur tertiaire à Bruxelles, va être soumis à un processus de maîtrise de l'énergie dans sa gestion patrimoniale. Et puisque nous avons plein de textes dans tous les sens et que nous faisons des politiques intégrées, c'est-à-dire que quand on parle d'énergie, on parle de climat, quand on parle de climat, on parle d'air, de qualité de l'air, on parle également de bâtiments durables. Nous avons fait une... Alors c'est un mot impropre de la part pour des juristes, mais moi je le dis, j'adore. On a fait une codification, on a réuni dans un seul texte tout ce qui va concerner l'air, le climat, l'énergie, le transport lié à l'environnement, dans ce qu'on appelle le COBRAS. Et c'est des choses dont on va entendre parler prochainement et qui va définir l'ambition générale de la région sur tous ces objectifs. Je ne rentre pas trop là-dedans parce que sinon on n'a pas le temps. Alors, nous avons travaillé pendant des années sur la demande, sur essayer de pousser à une demande forte de bâtiments exigeants sur le plan énergétique. Et nous avons développé, il y a maintenant 2 ans, une alliance avec le secteur de la construction. On appelle une alliance emploi-environnement, avec le secteur de la formation et avec le secteur de l'environnement. C'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que le secteur, on n'est plus dans une offre commerciale où c'est le secteur privé qui définit votre besoin,
c'est nous qui définissons notre besoin de la part du secteur et comment est-ce que le secteur va évoluer. Et donc, on travaille énormément avec le secteur de la formation. On informe beaucoup les entrepreneurs, on essaye de les motiver, d'avoir une offre de formation sur des concepts de bâtiments durables. L'étanchéité à l'air, par exemple, est une vraie question aujourd'hui au niveau de la mise en œuvre. Par exemple, il y a plein de processus qui sont faits et l'IBGE a la chance d'être au centre de cette organisation avec, d'une part, les formations alors que j'appelle improprement concepteurs, prescripteurs, ce que vous êtes ici aujourd'hui. On travaille avec ce qu'on appelle le Centre de référence construction, qui, lui, est une coordination des formations à Bruxelles sur la mise en œuvre, donc au niveau des ouvriers. Nous travaillons également avec la Confédération de la construction, l'Agence bruxelloise de l'entreprise, le cluster EcoBuild, pour stimuler les entreprises, avoir des grappes d'entreprises capables de répondre à des offres de bâtiments durables et même stimuler une offre, par exemple, de menuisiers capables d'offrir des châssis triple vitrage certifiés passifs. Il n'y en avait pas il y a 2 ans à Bruxelles, par exemple. Donc, l'Alliance a été 110 participants, 44 propositions et normalement 2500 emplois créés. Alors, premier bilan. Je suis très long, hein, je vais essayer d'accélérer. Donc le bilan, on va aller très vite sur les graphiques. Alors à gauche, ce n'est pas très lisible, c'est l'évolution des émissions de CO2 à Bruxelles, avec en vert l'évolution des degrés jour. Vous voyez qu'on est très sensible à la température, c'est normal, c'est principalement du bâtiment. Et l'énergie et le CO2 se suivent relativement bien que les choses évoluent un peu différemment. Quand on exprime ça par habitant, vous savez que Bruxelles a gagné 10% d'habitants depuis le milieu des années 2000. Hein, on a fait plus 10% d'habitants. On a fait plus 7% en emploi. Donc en théorie, il y a plus de gens qui travaillent, il y a plus de gens qui habitent. Et malgré ça, nous avons connu une chute de nos consommations donc énergétiques et donc d'émissions de CO2. Alors ce n'est pas que le fait de notre propre action, c'est le fait de multiples facteurs. Il y a l'efficacité énergétique dans les produits qui s'est largement améliorée. Il y a une certaine pauvreté à Bruxelles qui s'installe, qui se développe, qui peut aussi être un facteur explicatif. Mais il y a aussi une prise de conscience, il y a des comportements qui évoluent. Et donc, on est dans une tendance très positive par rapport à des politiques sur des laps de temps extrêmement courts. Alors, juste pour vous dire que le temps s'accélère, nous sommes avec des réglementations européennes de plus en plus contraignantes, de plus en plus rapides. Pour vous expliquer le graphique, vous avez effectivement, en année 2000, il y avait le règlement régional d'urbanisme qui fixait le K55, qui était une norme sur l'isolation. Et puis, on a eu l'ordonnance sur la performance énergétique des bâtiments en 2007, qui a mis 2 ans de négociation, tellement tout le monde avait peur de l'efficacité énergétique. Ça a été un travail de conviction très long. Et puis, on a pu négocier la mise en place d'exigences progressives, de façon à ce que le secteur puisse s'adapter progressivement. Et nous avons pris la décision, le gouvernement a pris la décision l'année passée, de fixer déjà les exigences pour 2015. Pour 2015, toute nouvelle construction devra être passive. C'est une décision qui a été prise, qui est déjà décidée dans la déclaration du gouvernement en 2009, qui a été moulée dans un texte en 2011, et nous sommes en train de préparer tout le secteur à cette formation, enfin tout le secteur à atteindre, et nous avons une vitrine exceptionnelle de bâtiments à travers l'appel à projet BATEX. Et la Commission européenne nous demande en 2020, 2019 pour la public, 2021 pour tout le monde, d'atteindre ce qu'on appelle les exigences Nearly Zero Energy Building, donc les bâtiments presque zéro. C'est quoi? C'est un bâtiment qui consomme très peu, qui produit du renouvelable sur site ou à proximité. On se doute bien qu'en ville, au-delà du passif, il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire. On ne sait pas encore très bien jusqu'où on peut aller, mais en tout cas, le passif sera déjà un horizon, un cap d'ambition qu'il faudra atteindre, et on verra après s'il y a encore des marges de progression possibles. Alors, je ne vais pas vous parler des références énergétiques parce que je n'ai pas le temps. Juste pour vous situer bien un élément en tête, c'est que la Commission européenne nous demande maintenant, quand nous fixons des exigences énergétiques, de les fixer en fonction des coûts optimaux. Les coûts optimaux étant définis
étant définie en fonction des scénarios de prix de l'énergie et sur la durée de vie des investissements. Quand vous faites un investissement aujourd'hui en toiture, vous ne touchez plus à votre toit avant 40 ans, 50 ans. Un vitrage, aujourd'hui, tel qu'il est fait aujourd'hui, il va durer 30, 40 ans, 50 ans. Donc, soyez bien conscients que quand vous faites un investissement aujourd'hui, vous le faites pour une perspective où le prix va augmenter, la réglementation va s'accélérer, les exigences sur le climat vont s'accélérer. Donc, ne gaspillez pas la chance que vous avez aujourd'hui de faire un investissement parce qu'il vous suivra pendant des dizaines d'années. Juste pour fixer les exigences, le passif ce sera expliqué plus en détail, mais juste un chiffre, on nous dit 15 kWh de besoin de chaleur. La très basse énergie, c'est x2, c'est 30, et la basse énergie, c'est encore x2, 60. Et autour de ça, il y a une série d'autres paramètres. Ce qui nous intéresse, nous, le plus, c'est l'énergie primaire. Et je ne vais pas rentrer dans le détail entre le besoin et l'énergie primaire. Jacques Lassens fera ça très bien. Je voudrais juste attirer l'attention sur un point. Quand on parle de kilowattheure, un kilowattheure est un faux indicateur. Le kilowattheure dépend de la méthode. Donc quand on vous dit 15 kWh PEB, 15 kWh PHPP, 15 kWh en simulation thermodynamique, ça n'est pas comparable. On ne parle pas de la même chose. Donc exigence, kilowattheure, méthode sont indissociables. Donc, bâtiment et énergie, les moments clés pour agir, eh ben, il y a tout le temps. Il y a à la construction, là vous avez une marge de manœuvre exceptionnelle. Dans les comportements, il y a une marge de manœuvre, Jacques Lassens nous l'a montré. Dans la gestion des installations, dans les rénovations simples, dans les rénovations lourdes, le potentiel est très important. Mais l'énergie est rarement une motivation pour l'investissement. Sauf si on est dans un projet, sauf si on est dans des valeurs, sauf si on est dans une vision et qu'on décide de dire que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de motivation. Mais quand vous faites un investissement, vous devez toujours le penser comme allant le plus loin. Si vous faites l'inverse en disant « je conçois mon bâtiment, que je fais une rénovation, et après j'applique les recettes énergétiques », vous êtes sûr de vous planter. Faites toujours l'inverse. Dites d'abord que vous êtes très ambitieux, et après éventuellement restreignez vos ambitions parce que vous êtes dans un champ de contraintes qui le nécessite. Soyez toujours ambitieux avant de commencer. Parce qu'il va durer pendant toute sa durée de vie. On ne refera plus rien. Quand une toiture est faite, on ne refait plus l'isolation après. Quand on a fermé un mur, c'est terminé. On ne touche plus à ce mur avant des dizaines d'années. En conclusion, donc en 2015, ça devient très sérieux, puisque le standard passif s'applique pour les bâtiments neufs. Il n'y a pas que le neuf à Bruxelles, toute la rénovation, bien sûr, nous intéresse. Mais en tout cas, toutes les études, BATEX, réalisation montrent que c'est possible. Les pouvoirs publics montrent l'exemple. On a plus de 250 000 m² qui sont en production d'ici 2015. On a des productions déjà existantes qui fonctionnent. On a des multiples exemples en rénovation très basse énergie. Et soyez sûr que l'IBGE fait tout pour vous aider. Tout est à votre disposition. Soyez exigeants vis-à-vis de l'IBGE. Si vous êtes insatisfait, venez vous plaindre, il n'y a pas de souci. On est prêt à corriger nos manières de fonctionner, mais on est là pour vous aider à réussir vos projets. Je vous remercie.